48 heures ont suffi pour briser 50 ans d'attente, et pourtant rien, dans le désert de Tindiban, n'annonçait une bascule d'une telle amplitude. 2,5 millions de déplacés en 2024 d'un côté, puis une chute de 30% en 3 mois de l'autre. Le contraste, brutal, résumait un demi-siècle compressé en un seul sursaut. Comment comprendre ce retournement qui place soudain le regard du monde face à Ibrahim Traoré et à une région longtemps considérée comme condamnée à l'immobilité? Car derrière ces chiffres, une certitude naissante vibrait déjà dans le Sahel. Le Sahel n'avance plus à tâtons, il se redéfinit à partir de preuves, non d'attentes. Comprendre ce basculement éclaire votre propre lecture du monde, car les mouvements d'octobre 2025 ne sont pas seulement militaires, ils redessinent les conditions mêmes de la souveraineté missite. Une région dite ingouvernable a montré qu'elle pouvait rompre avec 50 ans de dépendance, et cette rupture oblige chacun à reconsidérer ce qui semblait immuable. La promesse de cette histoire est simple et âpre à la fois. Suivre pas à pas. Comment un espace marqué par les missions étrangères, les villages meurtris et la fatigue des populations a réussi à transformer la peur en coordination, puis la coordination en action autonome. Voici la première fissure dans l'ancien récit. Car si les Perses creusaient la terre pendant que les rapports parlaient de Basgour, c'est pas de stabilité, les faits en 2025 obligent donc désormais à inverser la perspective. Ce ne sont plus les capitales lointaines qui définissent les priorités, mais ceux qui vivent sur le terrain. La question centrale devient alors la suivante. Que vaut une victoire lorsqu'elle mesure la dignité autant que la sécurité? Tout a basculé plus vite que prévu. En 48 heures, une frappe coordonnée a renversé des équilibres considérés intouchables, révélant au passage un degré d'autonomie que même les analystes régionaux n'osaient plus anticiper. Et derrière ces images venues du désert, un chiffre froid s'imposait déjà. Plus de 2,5 millions de personnes déplacées en 2024, signe que la crise n'était plus seulement structurelle, mais existentielle. C'est dans cette tension entre l'immédiat et l'historique que s'est formé le véritable point d'inflexion. Les satellites de début octobre 2025 montraient des mouvements inhabituels près du Tindiban, des convois de motos, des caches d'armes dissimulées, un silence radio total. Dans une base isolée près de Dori, un sergent burkinabé, épuisé mais lucide, notait une phrase qui deviendrait symbole. « Nous nous battons, ils comptent les morts. » Ce constat, à la fois intime et collectif, condensait un demi-siècle de dépendance et de frustration. Pendant que les chancelleries étrangères parlaient de stabilité, les villages enterraient leurs filles. Les missions extérieures accumulaient les rapports, mais les provinces continuaient de se vider. Les Perses creusaient la terre, les mers murmuraient au vent. Les enfants apprenaient le bruit des drones avant celui de la pluie. Le Sahel était devenu un dossier dans les capitales lointaines et une blessure ouverte dans celles qui y vivaient. Pourtant, dans cet effritement progressif, un souffle nouveau apparaissait, la possibilité de se relever sans attendre le secours d'autrui. À Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, les officiers se réunissaient sans traducteur, conscients que patienter signifiait s'enfoncer davantage. C'est de cet élan qu'est née l'Alliance des États du Sahel, non comme une proclamation symbolique, mais comme une réponse pragmatique à une survie menacée. Et lorsque Ibrahim Traoré rassembla ses commandants sous une simple ampoule, affirmant que si la douleur pouvait être partagée, le commandement aussi une page se tourna sans bruit. Le Sahel commençait à écrire sa propre carte, dans sa propre langue. Au cœur de cette transition silencieuse, un fil conducteur se dessinait. Des hommes et des femmes ordinaires, pris dans la tourmente, devenaient les premiers témoins du renversement. À Dori, un jeune opérateur de drone, technicien formé localement, expliquait comment les images nocturnes
autrefois fournis par des instructeurs étrangers, étaient désormais analysés par une cellule sahélienne. Le changement n'était pas théorique. Il tenait dans des gestes concrets, répétés sous la pression. À Bamako, une équipe de codeurs improvisait une chaîne cryptée pour sécuriser les transmissions. Leur local ressemblait plus à un atelier qu'à un centre de commandement. Ventilateurs grinçants, câbles entremêlés, ordinateurs récupérés. Pourtant, c'est dans cette pièce étroite que la coordination des frappes fut rendue possible. Les ingénieurs y resserraient des boulons sur les antennes, ajustaient des algorithmes, redémarraient des serveurs fatigués. Cette scène, modeste, presque fragile, révélait l'essentiel. La compétence ne venait plus de l'extérieur. Un second exemple, plus humain, éclairait encore cette bascule. À Arbinda, des familles vivaient depuis des années, en état d'alerte permanent. Leur nuit était née rythmée par les moteurs inconnus, par les hésitations des convois d'aide, par l'incertitude des lendemains. Lorsque les premières zones sécurisées furent confirmées, les habitants purent franchir la porte de leur maison sans regarder derrière eux. Les marchés rouvrirent, les écoliers improvisèrent des classes sous les tentes, les vendeuses d'œufs recommencèrent à peser le mille, geste quotidien qui valait bien plus qu'une statistique. Ces cas dispersés, pris ensemble, formaient une évidence. La sécurité devenait une construction intérieure, et la question surgissait, nette, inévitable. La souveraineté se prouve dans l'action. Avant Tindiban, le Sahel vivait dans une attente inquiète. Après Tindiban, tout s'est mis en mouvement. Les heures précédant l'assaut étaient glaciales, figées, comme suspendues à une respiration collective. Puis, en quelques minutes, les dynamiques s'inversèrent. Ce qui relevait de la survie devint stratégie. Ce qui semblait dispersé devint une séquence méthodique. L'activation commença sous une tente de fortune où Ibrahim Traoré, entouré de ses homologues du Mali et du Niger, suivait un écran vacillant. Aucun traducteur, aucun observateur extérieur, pas de câble diplomatique. Les trois hommes partageaient d'un même souffle, une même nuit, une même fragilité. Leur phrase d'ouverture était simple, presque nue. Nous définirons le champ de bataille. C'était l'amorce, le point d'impact symbolique d'une autonomie longtemps rêvée mais jamais réalisée. Kitsch-Roat. À 03 quand les premiers drones sahéliens s'élevèrent, glissant au-dessus des dunes comme des étincelles mécaniques. Leurs caméras renvoyaient des regroupements de motos, des tentes, des silhouettes familières du réseau djihadiste. Un silence tendu précéda la frappe. Puis, soudain, les batteries du Burkina Faso lancèrent leurs roquettes. SR-5. L'horizon se déchira. Le désert rugit. Dans les villages voisins, les habitants se réveillèrent en sursaut, persuadés de revivre les passes nuits de leurs dernières années. Mais cette fois, la peur céda la place à un étonnement. La terre semblait se battre pour eux. Dans les postes enterrés, les opérateurs maliennes ajustaient les trajectoires en temps réel. Les réseaux cryptés de Bamako faisaient circuler des coordonnées précises. À Niamey, les unités blindées attendaient les derniers signaux avant d'avancer, calés sur les images nocturnes. Aucun hasard, aucune improvisation, une mécanique lente, dense, calculée. Chaos, trao. À midi, le ciel vibrait d'une onde brûlante. Les dépôts de carburant ennemis explosèrent. Les colonnes motorisées furent coupées. Les communications adverses s'éteignirent en quelques minutes. Les drones, toujours en vol, dessinaient une nouvelle géographie opérationnelle. Les frappes maliennes épaulaient les progressions nigériennes. Les unités burkinabées verrouillaient les axes secondaires. Dans les radios locales, une phrase passa d'un village à l'autre. Le Sahel ne réagit plus, il agit. Elle s'imposa comme un diagnostic, un verdict, presque un rite de passage. Les foules s'arrêtaient pour écouter cette assertion encore fragile. Elle décrivait un renversement que personne n'avait osé prédire. Dans une base reculée, un jeune lieutenant observait ces hommes couvrir des kilomètres de dunes en silence. Il déclara : «
Je n'ai jamais vu le désert répondre ainsi. Ce sentiment partagé par d'autres exprimait une rupture profonde. La coordination faisait reculer l'inconnu. Duchamp. Lorsque le silence tomba sur les positions ennemies, une stupeur épaisse traversa la région. Pas un triomphalisme, pas une célébration bruyante, juste la conscience aiguë d'avoir accompli l'impossible. Certains soldats restèrent immobiles, incapables de mesurer l'ampleur de ce qu'ils venaient de vivre. Dans les villages, les mères pleuraient en murmurant les noms des soldats qu'elles ne connaîtraient jamais. Un vieil homme confia. En quelques minutes, la peur s'est effondrée. Cette phrase devint un repère moral, un témoignage de ce que signifie reprendre possession de son espace. Même les capitales étrangères comprirent dans leur silence soudain qu'un ordre ancien venait de se fissurer. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une victoire narrative, symbolique, civilisationnelle. Ibrahim Traoré ne leva pas le poing. Il regarda simplement ces hommes, conscients d'avoir déplacé plus que des lignes de front. Ils avaient déplacé des certitudes. Et désormais, la question se dressait, immense. Que provoque une victoire qui réécrit l'échelle des possibles? La transformation du Sahel ne repose pas sur des impressions. Elle s'appuie sur un glissement mesurable, clair, presque brutal, un véritable baseline delta qui dessine une rupture impossible à ignorer. En 2024, plus de 2,5 millions de personnes étaient déplacées à travers la région. En 3 mois, après Tindiban, ce nombre a chuté de 30%, signe que les dynamiques de fuite cédaient enfin devant des poches de stabilité retrouvées. Cette baisse n'est pas abstraite. Elle correspond à des villages ouverts, à des marchés ranimés, à des familles qui reprenaient possession de leurs toits. Un second chiffre confirmait la bascule. Les zones sécurisées sont passées de 12 à 38 en quelques semaines. Cette augmentation n'illustrait pas seulement une extension territoriale. Elle révélait la capacité d'une coalition à combler un vide logistique que des années d'intervention étrangère n'avaient jamais pu stabiliser. Chaque zone sécurisée signifiait une route praticable, un point d'eau réhabilité, une nuit un peu moins lourde pour ceux qui craignaient d'entendre des moteurs dans l'obscurité. Le troisième indicateur, peut-être le plus inattendu, concernait la violence elle-même. Les attaques transfrontalières ont reculé de 40%, selon les observateurs africains. Cette chute n'était pas une conséquence mécanique des frappes, mais d'une recomposition plus profonde. Les communications djihadistes, désorganisées par les réseaux cryptés de Bamako, et les opérations coordonnées perdaient en cohérence. Les embuscades diminuaient, les déplacements adverses devenaient plus visibles, leur marge d'initiative s'effritait. En clair, le terrain antipathique s'inversait. Ces données, toutes sahéliennes, formaient un socle inédit. Pour la première fois, les chiffres n'étaient pas ceux d'organisations extérieures, mais ceux de l'Alliance elle-même. Bureaux de coordination intégrés, satellites commerciaux, centres d'analyse pilotés par des ingénieurs locaux. Les données, longtemps importées, devenaient indigènes. La précision nouvelle déroutait certains analystes occidentaux qui parlaient d'aide secrète, de soutien invisible. Cependant, les enregistrements et les transmissions portaient une seule signature, sahélienne. Sur le terrain, les chiffres trouvaient enfin leur traduction humaine. À Arbinda, des familles pouvaient de nouveau s'endormir sans scruter le ciel. À Gao, des écoles improvisées s'installaient sous les tentes, redessinant les contours d'une enfance interrompue. À Dori, les marchés revenaient à la vie. On y vendait du mil, du savon, des vivres avant de discuter politique. Chaque pourcentage, chaque variation, chaque progression chiffrée correspondait à des gestes élémentaires, cuisiner, réparer, enseigner, dormir. Ce réalisme chiffré résonnait fortement avec la posture d'Ibrahim Traoré. Pour lui, ces données ne représentaient pas un trophée mais un devoir. Il affirmait que la souveraineté se mesure moins aux frontières qu'à la capacité de protéger ceux qui restent, une phrase qui condensait l'intention stratégique de l'AES. Les progrès restaient fragiles, certes,
Mais il prouvait que la réponse la plus solide venait de ceux qui portent le quotidien de la région. Et au bout de cette mise en perspective, une question s'imposait, ferme. Que devient une région quand ses propres chiffres cessent d'être un appel à l'aide et deviennent un acte de souveraineté? Deux visions opposées se sont affrontées dans les jours qui suivirent l'opération, dessinant un débat aussi ancien que le Sahel lui-même. La première, défendue par une partie des analystes africains, affirmait que l'AES incarnait enfin une autonomie légitime. Une région humiliée pendant des décennies apprenait à définir sa sécurité sans attendre la permission d'autrui. Pour ce camp, Tindiban représentait la preuve tangible que des armées sous-équipées, mais coordonnées, pouvaient accomplir en 48 heures ce que 20 ans d'intervention internationale n'avaient jamais su stabiliser. L'argument central reposait sur un fait simple. Aucune base étrangère, aucun commandement extérieur, aucune consigne venue d'ailleurs n'avait orchestré l'assaut. L'autre vision, plus sceptique, voyait dans ce même succès un risque de militarisme régional. Ceux qui la soutenaient craignaient que l'autonomie retrouvée n'attise les nationalismes, fragilise les équilibres diplomatiques et ouvre la porte à des dérives imprévisibles. Pour eux, la victoire rapide du Sahel ne confirmait pas une renaissance, mais un désordre potentiel. Certains rapports occidentaux évoquaient un modèle incontrôlable, un précédent susceptible de déstabiliser l'architecture sécuritaire déjà fragile de l'Afrique de l'Ouest. Pour stillmaner chaque position, il faut reconnaître la part de vérité qu'elles contiennent. Oui, l'autonomie peut bousculer un ordre ancien. Chaque indépendance ouvre un espace de doute et de réajustement. Oui, une victoire trop rapide peut surprendre des partenaires internationaux qui n'avaient jamais envisagé un scénario fondé sur des moyens exclusivement locaux. Mais les faits, eux, étaient indiscutables. Les transmissions radio, les trajectoires de drones, les mouvements d'unité portaient une seule signature, sahélienne. L'opération n'avait pas seulement déplacé des lignes militaires, elle avait déplacé des lignes narratives. Elle montrait qu'un continent pouvait cesser d'attendre et commencer à agir. Même les sceptiques devaient admettre que cette inversion constituait un précédent stratégique. Au terme de cette confrontation logique, une question plus large demeure. Peut-on vraiment craindre une autonomie qui répond enfin à ceux qui vivent sur le terrain? Le point de bascule était là. À cet instant précis, quelque chose se déplaça dans le récit sahélien. Non pas une victoire éclatante, mais une révélation tranquille, presque murmurée. Car lorsque Ibrahim Traoré, aux côtés de ses homologues, affirma que le Sahel définirait désormais son propre champ de bataille, la phrase n'était ni un slogan ni un appel martial. Elle était une redéfinition du périmètre du pouvoir. Cette ligne, brève, fit l'effet d'un souffle neuf. Dans les capitales étrangères, le silence fut la première réponse. Dans les villages, l'écho se propagea comme un changement d'atmosphère. Un simple renversement de perspective suffisait à modifier l'équilibre d'une région que l'on croyait figée. Ce n'était plus l'histoire des autres que l'on commentait, mais celle que les Sahéliens écrivaient eux-mêmes. Une scène en particulier cristallisa ce moment. 3 uniformes, une tente de fortune, un écran tremblant éclairant des visages fatigués. Aucun décor triomphal, aucun protocole, juste la conscience, presque palpable, qu'ils n'étaient plus les sujets d'un récit imposé. Ils en devenaient les auteurs. Et la question surgit, incisive. Que se passe-t-il quand une région cesse d'attendre l'autorisation et commence à se raconter elle-même? Les conséquences de Tindiban ne se sont pas révélées seulement dans les communiqués. Elles ont pris forme dans 4 sphères distinctes, chacune portant un fragment du basculement. La victoire n'était pas un événement solitaire. Elle était une onde qui traversait les communautés, les États, les acteurs armés et les capitales étrangères. Et partout, le même fil se tendait. Le Sahel ne subissait plus la dynamique extérieure, il en fixait les contours. Une trajectoire que même Ibrahim Traoré présentait comme un commencement plutôt qu'un aboutissement.
Dans les villages du Sahel, le premier impact fut presque sensoriel. Le silence des nuits changea de nature. À Arbinda, les habitants purent enfin dormir sans scruter les moteurs inconnus, signe que la peur reculait plus vite que les statistiques. Les marchés rouverts devinrent des points de respiration. Les écoles sous les tentes rassemblèrent de nouveau les enfants. Pour les civils, la principale conséquence était simple. La vie reprenait, même fragile, même hésitante. 2. DN. Doan Niepnio, en activité locale. Les petits commerçants ressentirent une bascule nette. Là où les convois étrangers imposaient des ralentissements, les zones sécurisées et stabilisées permirent la reprise des trajets courts entre villages. À Dori, des vendeurs de savon et de mil racontaient que le flux de clients revenait sans qu'ils aient à s'abriter derrière les étals. La sécurité nouvelle ne créait pas encore une prospérité durable, mais elle reconstruisait l'essentiel, la prévisibilité. 3. ND. Nyomdoikan, adversaires armés. Les réseaux djihadistes, longtemps avantages par la mobilité et la porosité des frontières, perdirent soudain, leur marge d'initiative. La destruction des dépôts de carburant et le brouillage des communications les coupèrent de leurs itinéraires habituels. Les embuscades reculèrent, les mouvements devinrent plus visibles, moins fluides, presque hésitants. Le terrain, autrefois leur refuge, se retournait contre eux. Les capitales étrangères réagirent avec un mélange de stupeur et de prudence. À Paris, on parla d'un événement à évaluer. À Washington, d'un vide stratégique. En Afrique, au contraire, les réactions étaient vibrantes. En Guinée, le colonel Doumbouya salua un miroir tendu au continent. Au Ghana, les universités étudièrent la tactique AES. Au Cameroun, les foules se scandèrent 3 lettres devenues symboles. Cette victoire, désormais récit régional, révélait une autonomie qui redessinait la carte mentale de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'ensemble, les répercussions de Tindiban montrèrent que l'opération dépassait sa dimension militaire. Elle introduisait une question durable. Comment un modèle local, né dans la poussière, peut-il influencer un continent entier? Et cette question, irrémédiablement, portait l'empreinte d'Ibrahim Traoré. Les 6 à 12 mois qui suivent Tindiban ne forment pas un couloir unique. Ils ouvrent 3 trajectoires possibles, chacune dépendant moins des armes que de la cohésion interne. Le Sahel, désormais auteur de son propre récit, avance avec une lucidité nouvelle, une lucidité que même Ibrahim Traoré décrit comme une vigilance, plutôt qu'une exaltation. Dans l'hypothèse la plus probable, l'AES stabilise ses gains sans chercher une expansion rapide. Les postes mixtes se structurent, les communications communes s'améliorent, et les chaînes logistiques locales s'étoffent. Les zones sécurisées demeurent, mais leur progression ralentit, freinée par la fatigue des populations et la nécessité d'un financement soutenu. Dans ce scénario, la priorité reste la même: transformer l'élan militaire en continuité administrative, éviter la dispersion, préserver la confiance entre les 3 États. Plus ambitieux, ce scénario voit l'AES attirer d'autres pays voisins. Une coopération élargie en renseignement, une industrie de défense légère, émergeant autour de Bamako et Ouagadougou, une montée de 12 des indicateurs économiques régionaux grâce à la sécurisation prolongée des routes. Les universités africaines deviennent des laboratoires de tactiques nouvelles. Les campagnes agricoles revivent sous l'effet d'une stabilité retrouvée. Le Sahel, longtemps demandeur, devient inspirateur. Dans le scénario le plus sombre, les pressions diplomatiques persistent, les sanctions s'intensifient, les campagnes de désinformation gagnent du terrain, les tensions internes réapparaissent, la méfiance circule entre les capitales sahéliennes et la cohésion AES se fissure. La fatigue populaire redevient visible. Les adversaires armés tirent parti des hésitations. La victoire de Tindiban demeure, mais sa traduction politique s'effrite. Face à ces chemins divergents, une recommandation s'impose:
non pas comme certitude, mais comme posture stratégique. Penser en termes de conditions, plutôt qu'en termes de résultats. Si les conditions de transparence, de coordination et de confiance se maintiennent, n'importe lequel des deux premiers scénarios reste atteignable. Si elles se détériorent, même la plus éclatante des victoires devient un souvenir instable. Même loin du Sahel, cette histoire résonne avec une intensité particulière, car elle touche trois cercles qui dépassent largement les frontières régionales. Pour le premier cercle, groupe A, ceux qui cherchent à comprendre le monde contemporain, Tindiban rappelle une vérité souvent oubliée. Les récits dominants ne sont pas éternels. Les équilibres que l'on croyait figés se renversent parfois en 48 heures. L'opération révèle comment des régions décrites comme périphériques deviennent, en un instant, centrales dans la compréhension des rapports de force mondiaux. Pour ce public, l'enjeu n'est pas l'admiration, mais la lucidité. Suivre les dynamiques locales pour éviter les erreurs de lecture. Le deuxième cercle, groupe B. Ceux qui travaillent, étudient ou écrivent sur les questions africaines voient dans cet épisode un laboratoire d'analyse. Le Sahel montre comment l'innovation, même modeste, peut naître dans des environnements fragiles. Chaînes cryptées artisanales, drones conçus localement, coordination tactique inédite. Pour les chercheurs et journalistes, Tindiban devient un terrain d'étude sur l'autonomie stratégique, sur la façon dont une région transforme des contraintes en méthodes, puis des méthodes en doctrine. Une piste concrète. Analyser les transmissions et les trajectoires comme indicateur d'un modèle émergent. Le troisième cercle, groupe C. Les individus en quête de récits de dignité et de reconstruction trouvent dans cette victoire une source d'ancrage. Non pas pour glorifier la guerre, mais pour souligner ce que signifie reprendre possession de son espace. Les témoignages des villages, les marchés rouverts, les nuits plus calmes, les écoles improvisées, rappellent que la dignité se reconstruit par des gestes simples. Pour ce public, deux suggestions. Observer les détails humains plutôt que les chiffres et garder à l'esprit que la souveraineté, ici, est d'abord une pratique quotidienne. Au croisement de ces trois perspectives, une idée se dessine. Tindiban n'est pas seulement une opération militaire, c'est une leçon de lecture du monde. Pour transformer une victoire brève en stabilité durable, l'AES doit suivre une trajectoire méthodique, fondée sur 5 axes, que même Ibrahim Traoré présente comme une discipline plus qu'un programme. Ces étapes ne cherchent pas l'expansion, mais la solidification. Elles définissent qui agit, sur quoi, à quel rythme et selon quelles mesures. 1. Les forces burkinabées, maliennes et nigériennes déploient des postes partagés, en rotation, pour éviter la création de zones grises. Chaque poste doit être autonome en renseignement et en ravitaillement. Ravitaillement, mesure, réduction des incidents sur 90 jours, suivi hebdomadaire. 2. Les officiers et ingénieurs suivent des programmes conjoints sur la doctrine intelligence, mobilité, unité. L'objectif n'est pas la quantité, mais la continuité des compétences. Mesure, nombre de sessions validées et capacité locale à analyser les transmissions sans assistance. 3. Les anciens champs de bataille deviennent des axes agricoles et des routes commerciales. Les villages participent à la priorisation des travaux, afin que la reconstruction reflète les besoins du terrain. Mesures, routes réouvertes, marchés actifs, points d'eau stabilisés. 4. L'AES diffuse des mises à jour en langue locale pour contrer la désinformation. L'objectif, créer un lien entre village, capitale et diaspora. Mesures, taux de relais communautaire et cohérence des messages. 5. Tous les 3 mois, un bilan comptabilise école rouverte, marché réanimé, route restaurée. Pour Ibrahim Traoré, la transparence est une stratégie, pas un geste symbolique. Mesure, publication régulière et vérifiable des indicateurs. Au terme de cette feuille de route, une idée s'impose.
La souveraineté se construit par des cycles, pas par des éclats. Lorsque la poussière de Tindiban retomba, un symbole discret revint au premier plan, celui des gestes modestes observés dans les ateliers improvisés de Bamako et dans les postes enterrés de Dori. Ce motif, des mains qui ajustent un câble, qui redémarrent un serveur, qui guide un drone conçu localement, devint la métaphore d'un continent apprenant à compter sur son propre souffle. C'est ce même fil, simple et tenace, que l'on retrouvait dans les marchés rouverts, dans les écoles sous les tentes, dans les villages où la nuit redevenait une promesse et non une menace. Ibrahim Traoré, en évoquant que la prochaine guerre serait contre le doute, donnait une portée nouvelle à ces gestes apparemment minuscules. Ils n'étaient plus les signes d'une survie précaire, mais les briques d'un avenir que personne n'attendait plus vraiment. Et dans les rues du Sahel, là où les voix tremblaient autrefois de fatigue, un murmure revenait. Il n'existait plus de distance entre la dignité et l'action. Dans ce paysage recomposé, une phrase peut résumer l'élan entier. La force naît de ce que l'on reconstruit. Ce qui s'est joué à Tindiban dépasse les cartes militaires. C'est une manière nouvelle de se tenir dans le monde, de refuser les récits imposés et de reconstruire patiemment un espace où la dignité prime sur la résignation. Dans les villages comme dans les capitales, cette histoire circule maintenant comme une rumeur d'espérance. Des enfants qui apprennent sous les tentes, des mères qui reposent leurs foulards blancs, des anciens qui retrouvent le goût des nuits tranquilles. Chaque geste devient un fragment de souveraineté partagée. Si cette trajectoire vous parle, ce n'est pas pour célébrer la guerre, mais pour comprendre ce que signifie, pour un peuple, reprendre possession de son propre récit. Peut-être que d'autres régions du monde se reconnaîtront dans ce mouvement. Un mouvement où l'on avance sans demander la permission, où l'on restaure ce qui a été brisé, où l'on assume que la liberté ne se reçoit pas. Alors, une question demeure, douce et ouverte. Quelles histoires souhaitez-vous aider à reconstruire autour de vous ?